récemment, le chef du parti présidentiel, à Ouagadougou, estimait que la crise qui secoue votre pays, je le cite, a révélé la réalité des tendances putschistes chez certains leaders de l'opposition. Est-ce que vous craignez vraiment que ce mouvement ne soit récupéré, que l'armée ne soit instrumentalisée par une opposition qui veut s'accaparer du pouvoir par la force? Oui, dans une situation de désordre, tous les risques sont ouverts, évidemment. Je pense que le plus important, c'est de travailler à ramener la quiétude et l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez? Une opposition, si elle a l'occasion d'accéder au pouvoir par d'autres moyens que les élections, ben, elle le fera. Et je crois que vraiment le plus important, c'est d'apaiser le climat de tension sociale pour éviter justement que les risques de récupération ne se multiplient. Donc on ne peut pas reprocher à l'opposition de faire de la récupération ou de vouloir profiter. Depuis février 2011, le Burkina Faso est secoué par une vague de crise sociale. Pour décrypter cette malheureuse situation nationale, afin d'éclairer au mieux l'opinion internationale, le gouvernement du Burkina Faso a dépêché ici à Paris son ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, son Excellence M. Djibril Dipene Bassolé. Face à vous, son Excellence M. le ministre va d'abord planter le décor qui nous permettra par la suite d'aborder la séquence interactive des questions-réponses avec vous, femmes et hommes de médias. Mesdames et messieurs, comme annoncé, écoutons son Excellence M. Djibril Dipene Bassolé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Bien, merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui étant une journée décrétée journée de deuil national au Burkina Faso, je voudrais vous demander de bien vouloir vous joindre à moi pour observer une minute de silence à la mémoire de 26 Burkinabés qui ont été tués dans cet accident tragique de la situation du 6 mai, mais aussi à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au cours des malheureux événements que nous avons connus depuis bientôt 2 mois. L'objet de ma venue ici à Paris, bien sûr, de rencontrer les autorités françaises. Je rencontrerai mon homologue Alain Juppé en fin d'après-midi, mais aussi d'échanger avec la presse internationale, essayer de donner quelques éléments d'information à l'opinion internationale sur ce qui se passe au Burkina Faso. Depuis effectivement quelque temps, nous avons connu des soubresauts qui ont commencé précisément avec la manifestation des élèves et étudiants à Kourou suite à la mort de Justin Zongo. Les élèves et étudiants ont protesté contre l'attitude de la justice et ces manifestations se sont propagées dans un premier temps dans la région centre-ouest, puis a gagné un certain nombre de villes au Burkina Faso, donc la capitale. Puis, un mois après, un groupe de militaires aussi protestait à Ouagadougou contre la décision judiciaire qui venait de tomber contre 5 de leurs camarades. Là aussi, la vague de protestation a gagné d'autres casernes, en particulier à Fada, où les militaires sont allés même jusqu'à extraire de prison un de leurs qui avait été condamné. Et quelque temps après, naturellement, les protestations ont gagné d'autres garnisons et ont eu d'autres motifs. En particulier, il s'agissait plus de revendications corporatistes. Entre-temps, le 8 avril, le collectif contre la vie chère
a organisé une grande manifestation à Ouagadougou pour protester contre les conditions de vie devenues difficiles et peu soutenables par l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso. Ce qui a, je crois, le plus marqué les Burkinabés et l'opinion internationale aurait été, je crois, la sortie des militaires du régiment de la sécurité présidentielle qui, à leur tour, ont dû manifester pour réclamer des primes de logement qui ne leur avaient pas été versées. Naturellement, compte tenu du caractère très sensible de ce corps d'élite, l'impression s'est tout de suite propagée que le pouvoir lui-même était en difficulté. D'où la vague de désordre qu'on n'avait jamais connu au Burkina auparavant, qui s'est caractérisée par des pillages de magasins et même des exactions contre les personnes et des biens. Et pour finir, naturellement, l'opposition burkinabé qui avait certainement imaginé que le moment était venu de pousser pour un régime change, a programmé une manifestation le 30 avril, laquelle manifestation n'était pas du tout en phase avec, je crois, la réalité de ce que la majorité des manifestations revendiquaient. Les policiers ont clôturé cette marche, cette série de manifestations en revendiquant aussi récemment. Ils revendiquaient surtout la mise en œuvre de leur statut spécial qui venait d'être adopté à la fin de l'année 2010. Donc voilà un peu résumé tout ce qui s'est passé. Vous avez dans vos différentes fonctions suivi mieux que moi-même l'évolution de la situation. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous connaissons, Dieu merci, une accalmie. Une accalmie qui est due probablement à l'initiative que le président du Faso lui-même a prise d'instaurer un dialogue direct avec les différents acteurs, avec toutes les composantes de la classe politique, les composantes de la société civile, ainsi que les différentes couches socio-professionnelles. Donc, bien sûr, les jeunes soldats. En plus de ce dialogue direct, des mesures ont été prises par le gouvernement que dirige M. Luc Adolphe-Thiaron. Il a rendu public un certain nombre de mesures visant à apaiser le climat social. Ces mesures visent en particulier à réduire le coût des denrées de grande consommation, en même temps à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Ces mesures sont diversement interprétées, mais je pense que leur mise en œuvre sera déjà le signe que le gouvernement qui a pris la pleine mesure de la crise veut soulager les Burkinabés du fardeau de la vie chère. En plus de ces mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement, des indemnisations aux petits commerçants qui ont été victimes d'un certain nombre d'exactions, il me semble que le Burkina s'engage désormais vers une restructuration de son économie, pour faire en sorte que la richesse nationale augmente, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, le Burkina est un pays aux ressources limitées. Il n'y a pas au Burkina une richesse qui est mal partagée. Les richesses du Burkina sont limitées. Il va falloir se battre au quotidien pour accroître la taille du gâteau. Donc il nous faut faire en sorte que l'économie nationale puisse accroître la richesse nationale, afin que cette richesse soit partagée naturellement. Mais il nous faut surtout mettre un accent sur l'emploi de la jeunesse. Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur ces manifestations, qu'il s'agisse des élèves ou des étudiants,
qu'il s'agisse des jeunes soldats, qu'il s'agisse des commerçants qui ont réagi contre les exactions dont ils ont été victimes, c'est essentiellement la composante jeune de notre société qui manifeste et qui conteste. Il me semble que la création d'emplois pour les jeunes sera la grande priorité du gouvernement du Burkina Faso. L'environnement régional et sous-régional, évidemment, a pu aggraver le phénomène de la vie chère. La crise que la Côte d'Ivoire a traversée et qui s'est accentuée ces 4 derniers mois par la crise post-électorale, qui a été particulièrement sanglante et déstabilisatrice pour notre économie, cette crise a eu la conséquence d'aggraver cette espèce de récession économique que nous avons connue. Donc, il est important que très rapidement, le Burkina, qui a toujours joué le rôle de facilitation, assiste la Côte d'Ivoire pour qu'elle relance son économie et que les programmes de reconstruction économique que la Côte d'Ivoire va bientôt lancer sous l'autorité du nouveau président élu, le président Alassane Dramane Ouattara, que cette relance économique porte des fruits pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le Burkina Faso d'une manière générale. Donc, nous pouvons dire qu'au stade actuel, nous avons une accalmie qu'il nous faut travailler naturellement à consolider. Ce qui est arrivé au Burkina nous a donné des indications sur l'ampleur du phénomène. Seules des mesures structurelles, profondes, justes, avec les réformes nécessaires, en particulier la réforme judiciaire attendue par tous, peuvent nous permettre de consolider cette accalmie, et c'est dans cette voie que nous engageons. Naturellement, avec tous les efforts que le Burkina est en train de déployer aujourd'hui, les efforts ponctuels pour apaiser la tension sociale, il aura plus que jamais besoin de l'aide et de l'assistance de ses partenaires. Et comme je l'ai souvent dit, a friend in need is a friend indeed. Ce n'est pas le moment pour les partenaires du Burkina Faso de l'abandonner. Et c'est vrai que de déclarer la destination du Burkina une destination à risque nous peine beaucoup. Venant de la France, naturellement. Nous en sommes peinés et nous aimerions pouvoir assurer nos partenaires les Français que le Burkina saura rester cette terre d'accueil, de paix, de stabilité, et donner la garantie aussi à tous ceux qui nous aident qu'ils peuvent continuer à nous aider, parce que nous avons besoin aujourd'hui de leur aide, de leur assistance. Les efforts, les réformes, tout ce que nous avons en chantier nécessite aujourd'hui des efforts financiers supplémentaires, et les différents cadres de coopération qui existent ont besoin d'être véritablement redynamisés. Il nous appartient naturellement, avant de convaincre les autres que le Burkina est une destination sûre, il nous appartient de prendre l'ensemble des dispositions pour que, d'abord, plus jamais ce genre de situation ne se reproduise, et que les pouvoirs publics donnent des gages à tous qu'ils sont capables de maîtriser la situation intérieure, quoi qu'il arrive. Oui, je vous remercie, M. Belgeon, pour votre question. Il ne serait pas juste de ma part d'occulter les préoccupations politiques qui peuvent constituer effectivement la toile de fond sur laquelle toutes les autres manifestations se greffent. Mais nous devons situer les choses dans leur vrai contexte. On ne peut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, le Burkina a été
influencés par ce qui se passe autour du Burkina Faso, en particulier en Afrique du Nord, dans le monde arabe d'une manière générale. Nous sommes un monde ouvert, un monde de communication. Il est certain que la jeunesse qui suit l'actualité peut très bien vouloir s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Nous avons nous-mêmes à l'intérieur du Burkina Faso le débat sur la révision du fameux article 37. Tout ça est une réalité, mais je dois vous dire que les manifestations telles qu'elles ont commencé, en tout cas, avec les mobiles officiels qui ont été annoncés, et la mobilisation des populations, je dois vous dire que les populations se sont révoltées contre essentiellement la cherté de la vie et les conditions de vie et de travail pour la plupart. La bonne preuve, comme je le disais, est que entre la manif du 8 mai du 8 avril, qui elle était une manif contre la vie chère, on a bien vu une relative mobilisation des Ouagalais pour assister à cette manif. Par contre, celle de l'opposition qui appelait au changement de régime n'a pratiquement pas été suivie. Vous l'avez tous vu. Donc, c'est la preuve que les acteurs, en tout cas les jeunes qui manifestent, n'ont pas un agenda de régime change. Mieux, lorsque les jeunes soldats de la sécurité présidentielle ont manifesté dans la nuit du 14 au 15, au petit matin du 15, ils étaient rentrés à la caserne. Ils étaient revenus, réoccuper leur poste, et même mieux, ils se sont mis en devoir, eux, de faire la police contre ceux des autres garnisons qui avaient, selon eux en tout cas, exagéré dans les exactions et les manifestations. Donc vous voyez bien que jusque-là, la majorité, en tout cas, de ceux qui ont manifesté n'avaient pas dans leur agenda la fin du régime. Naturellement, des signaux très forts ont été donnés au pouvoir public et à ceux qui gèrent les affaires politiques. Je n'en dis combien. Et je crois que c'est probablement sur la base de ces signaux très forts que nous devons certainement anticiper sur un certain nombre de mesures politiques, sociales, pour nous prémunir contre ce qui a pu arriver ailleurs. La chute du gouvernement Tertus Zongo, je ne pense pas que ce soit vraiment parce que ce gouvernement a démérité. Je rends d'ailleurs un hommage très particulier à l'action de M. Tertus Zongo, que je connais bien, qui s'est dévoué à la tâche et qui a engagé un certain nombre de réformes, en particulier dans le domaine de la lutte contre la corruption, pour assainir l'administration et améliorer la gouvernance de notre pays. Mais, voyez-vous, dans une situation de trouble généralisé, il faut tout de suite prendre des mesures qui ont l'avantage de permettre en tout cas au pouvoir de reprendre la main. Et c'est pour cela que le gouvernement a été dissous et tout de suite après, un nouveau Premier ministre a été nommé à la personne de Luc Adolphe, qui a constitué une nouvelle équipe. C'est un changement qui s'imposait certainement compte tenu de l'ampleur que les événements avaient pris, mais je ne crois pas que les soldats en manifestant voulaient absolument que le gouvernement s'en aille, et je ne pense pas non plus que le gouvernement a démérité. Maintenant, la Libye, ce n'est pas un secret que nous avons eu avec la Libye, des rapports extrêmement cordiaux dans un passé récent, mais aussi que ces rapports se sont véritablement dégradés, vous le savez d'ailleurs,
se sont dégradés récemment, pour des motifs sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais la Libye n'a pas été un véritable partenaire économique pour le Burkina. Vous me direz peut-être, oui, je peux dire ça aujourd'hui que le colonel Kadhafi est en difficulté, mais interroger toutes les statistiques du Burkina, il n'en est rien. Je me rappelle d'ailleurs que le président du Faso a dû intervenir personnellement pour rembourser à la Libye une dette de, je ne sais plus combien, 3 milliards de CFA, qui avait été contractée par le CNR. Le CNR, à l'époque, Thomas Sankara, et 20 ans plus tard, le colonel Kadhafi a exigé du Burkina que cette somme soit remboursée pendant que les Occidentaux, d'une manière générale, accompagnaient le Burkina dans ses efforts de développement par une série de mesures, dont les remises de dettes. C'est pour vous dire qu'en dehors des investissements qui ont été faits au Burkina, mais pas seulement au Burkina, un peu dans tous les pays sahélo-sahariens, que nous apprécions naturellement, parce qu'ils n'étaient vraiment pas obligés de le faire. En dehors de ces investissements, je ne pense pas que, comme partenaire économique, la Libye jouait un rôle aussi important que cela. La Côte d'Ivoire, oui. Les soldats de Ouaga qui ont fait l'objet de condamnation judiciaire, je ne sais même pas s'ils avaient été incarcérés. Je me demande si ce n'est pas à l'énoncé du verdict qu'il y a eu cette réaction. Bon, je ne connais pas les faits, mais ce qui est sûr, c'est que le groupe de soldats a trouvé que le juge avait eu la main trop lourde, parce que les 5 soldats qui ont commis des méfaits, il faut quand même l'accepter, ont été condamnés à une peine dont la conséquence était leur exclusion des armées. C'est comme à la fonction publique, quand vous êtes condamné à plus de 3 mois, je crois, d'emprisonnement ferme, vous êtes tout de suite licencié. Alors, les soldats, d'une manière générale, ont pensé que pour ce qu'ils ont fait, leurs camarades ne méritaient pas des sanctions aussi lourdes et ne méritaient pas d'être radiés du contrôle des forces armées. Et voilà, ils ont manifesté pour cela. Mais la procédure judiciaire a tout de même suivi son cours normal. Naturellement, les magistrats en ont été frustrés et ont eux aussi manifesté à leur tour. Ils avaient trouvé la réaction des militaires inappropriée, inacceptable pour leur profession. D'où d'ailleurs la succession de manifestations de mécontentement que nous avons connues. Ceux de FADA ont pris la décision, eux-mêmes, les soldats, de réintégrer leurs camarades à la prison. Je crois qu'à l'issue des entretiens qu'ils ont eus avec le président du Faso, ils ont eux-mêmes reconnu qu'ils étaient allés un peu trop loin et que leurs camarades méritaient effectivement les sanctions qui avaient été prononcées contre eux, en particulier s'agissant du viol d'une personne mineure, naturellement. Il avait mérité la sanction que le tribunal lui avait infligée. Donc les soldats eux-mêmes ont pris la décision de reconduire leurs camarades à la prison. Vous avez raison, naturellement, lorsque les militaires de la sécurité présidentielle ont protesté et que les officiers de ce régiment ont tout de suite connu la raison de leur manifestation de la veille, les dispositions ont tout de suite été prises. Surtout, comme je vous le disais, il ne s'agissait pas de gros montants en réalité.
je crois savoir, selon les informations qu'il s'agissait d'un montant de 15 millions de CFA, pas plus. Et donc, ce genre de problème est relativement facile à régler. Vous vous doutez bien, quand des militaires de la sécurité présidentielle sont en manifestation, si on peut les calmer avec ce montant, pourquoi pas? Je ne crois pas qu'il faille attendre de régler tous les problèmes de la vie chère du Burkina avant de les satisfaire. Non, je pense que l'urgence demandait que très rapidement des dispositions soient prises pour que le calme et la stabilité reviennent. Alors, quid maintenant des autres soldats? Je pense qu'un certain nombre de mesures ont été prises. Mais comme je vous le disais, l'impact sur le budget de l'État n'est pas extraordinaire. Et même, je vais vous surprendre peut-être, ceci n'entraîne même pas des augmentations dans les inscriptions budgétaires. Ceci appelle tout simplement un réaménagement et une meilleure administration de ce qui est mis à la disposition de l'intendance militaire pour les soldats. Alors maintenant, là où c'est intéressant, c'est par rapport à l'ensemble des Burkinabés. Parce que les soldats ne sont pas isolés du reste de la société dans laquelle ils vivent et dont ils partagent les souffrances au quotidien. Oui, le problème est effectivement posé. Le gouvernement prendra toutes les mesures qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'injustice, pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice déjà. Mais également que le pouvoir d'achat des travailleurs puisse être acceptable. Bon, ce n'est pas facile naturellement parce que les besoins qui sont de plus en plus croissants, la richesse nationale n'est pas extensible non plus à souhait. Et donc il y a un équilibre à trouver. Mais tout sera mis en œuvre pour que, au moins au niveau des denrées de grande consommation, les travailleurs puissent y avoir accès. Mais aussi qu'en amont, les masses paysannes du Burkina Faso puissent accroître leur capacité de production. D'où la nécessité en réalité de procéder à des investissements structurants, rapides. Nous sommes un pays agricole. Un accent doit être mis sur la modernisation de l'agriculture, sur la capacité de production. Et qui va faire ces dépenses? C'est toujours l'État burkinabé, aidé aussi par ses partenaires, j'entends bien, mais c'est l'État burkinabé qui est obligé de faire face à ces dépenses structurantes pour notre économie. Alors si dans le même temps, les ressources de l'État doivent être réparties aux travailleurs des villes et des campagnes, la fonction publique, etc. Nous retournerons à la case départ parce qu'ils auront certainement un peu plus d'argent, mais à la limite, ils ne sauront quoi faire de cet argent parce qu'il n'y aura rien à acheter. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les deux mesures sont à mêler de front. En même temps que nous essayons de soulager les travailleurs du fardeau de la vie chère, en même temps, il nous faut structurer et dynamiser notre économie et surtout accroître les capacités de production du monde rural et aussi créer le maximum d'emplois qu'on peut pour la jeunesse. C'est en cela qu'on fera preuve d'équité et de justice, je crois. Mais pour l'instant, il y a une urgence, donc l'État fait les efforts qu'il faut pour faire face à l'urgence. La sécurité des investissements. La sécurité des investissements. Bon, naturellement, je profite de votre présence pour lancer un appel à tous, pour lancer un message à tous sur la capacité du Burkina Faso de maîtriser sa sécurité intérieure. Mais le mieux, c'est qu'effectivement, à l'intérieur du Burkina Faso, nous maîtrisions la sécurité intérieure. Parce qu'il ne sert à rien que moi, ministre des Affaires étrangères, ici à Paris,
au cours d'une conférence de presse, je déclare solennellement que tout est sous contrôle au Burkina, si demain ou la semaine prochaine, des faits vont contredire ce que je vous aurais déclaré. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en amont, et en tant que membre bien sûr du gouvernement, dans le cadre de l'action gouvernementale, nous devons tout mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs, en particulier les forces de défense et de sécurité, pour faire régner le climat de paix et de sécurité qui, à lui seul, suffira à convaincre les partenaires. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à ces derniers malheureux événements, le Burkina avait la réputation d'être un pays de stabilité, sans même qu'on ait besoin de conférences de presse pour le dire. C'est des choses vérifiables qui ont fini par convaincre tous nos partenaires. Aujourd'hui, des incidents graves se sont produits. Nous devons restaurer l'image du Burkina Faso, mais la meilleure façon de restaurer son image, c'est avant tout de travailler à l'interne pour que la situation de sécurité soit maîtrisée. Et que les pouvoirs publics donnent des gages que ce genre d'incident ne se reproduira pas à l'infini. Voilà. Et il me semble que c'est ce travail qui est le plus important. Et le reste, évidemment, nous nous chargerons de propager ce message de paix. Aucun étranger, aucun investisseur, aucune communauté étrangère n'a été prise à partie en tant que tel. Ceux qui ont été victimes d'exactions l'ont été vraiment de pure circonstance du hasard. Les Maliens, les Japonais, qui sont parfaitement intégrés à la société burkinabé ont pu être victimes. Un diplomate belge a vu sa voiture arrachée. Mais au total, personne n'a été ciblé. Je veux dire, aucune communauté n'a été ciblée. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore atteint ce stade de crise où des communautés sont indexées du doigt et prises à part. Je pense qu'on n'en arrivera jamais. Ce qui est maintenant important, c'est que, comme je l'ai dit, l'environnement maintenant soit propice à tous et que les investisseurs qui sont déjà au Burkina très nombreux puissent y maintenir les affaires et qu'ils puissent développer ces affaires dans un bon esprit de partenariat gagnant-gagnant.